Bonjour, bonsoir, je suis un enfant de Canal+. En effet, quand j'ai commencé à voir une télé, j'ai regardé Canal+. Et pour ces 40 ans, parce que oui, nous sommes en 2024, au moment où je tourne cette vidéo, en 2022, peut-être que la chaîne sera morte, tuée par Bolloré, mais bon, c'est pas grave. Petite série d'été, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Canal+. Alors, j'ai pompé un petit peu sur le site de l'INA. Au départ, l'idée c'est celle de François Mitterrand qui souhaite créer la création d'une 4e chaîne payante, parce qu'à l'époque il y a 3 chaînes. C'est l'agence Havas qui se voit confier le projet en novembre 82, 2 ans avant la création de la chaîne. Le projet s'appelle Canal 4. Pourquoi? Parce que c'est la 4e chaîne. Bref, certains considèrent qu'une erreur d'impression donnera l'idée de Canal+. D'autres que ce serait Georges Filiou qui trouve le nom. André Rousselet, président d'Havas, ancien directeur de cabinet à l'Élysée, proche du président de la République, va être chargé du projet. On conseille à ce dernier de faire appel à Pierre Lescure, qui débauchera son complice d'Antenne 2, Alain Degreffe. Cependant, André Rousselet, qui a la confiance du président, doit lutter pour parvenir à garder le contrôle du projet, contre les pressions politiques. Certaines décisions visant à protéger la première chaîne privée française. Entre 82 et la naissance de Canal+, le gouvernement français met en œuvre en parallèle une série de mesures visant à freiner la croissance du marché de la vidéo. Succès engendré par la faible offre télévisuelle de l'époque. TF1, Antenne 2, FR3. Parmi les mesures, réduire considérablement l'importation des magnétoscopes, notamment d'origine asiatique. Une redevance spéciale sur les magnétoscopes. Une TVA de luxe, 33% sur tous les appareils vidéo et même les vidéocassettes préenregistrées. Au contraire, les décodeurs Canal+ sont assujettis à une TVA plus réduite. Lescure et Degreffe s'entourent d'une équipe qui a envie de défricher de nouveaux territoires. Georges Filiou, ministre de la Communication, souhaite donner un ballon d'air financier au cinéma. La chaîne va pouvoir diffuser 50% de cinéma. Il faut donc imaginer ce qu'ils pourront faire le reste du temps. Ils vont aller voir du côté du sport et engagent une discussion avec la Ligue de football, car le championnat n'est pas diffusé. Au milieu des années 80, le championnat français n'est pas diffusé. Les programmes en clair allaient devenir une vitrine pour recruter leurs abonnés. Donc des programmes agréables, divertissants et accrocheurs. L'identité de Canal+ sera portée par des hommes et des femmes de programmes qui viennent de la radio, de la télévision, qui ont conçu des émissions ailleurs. 4 novembre 84, 8h, Canal+ naît. Première chaîne hertzienne à péage. On retrouve Patrick Poivre d'Arvor qui fait des entretiens, Christophe de Chavannes qui anime des chroniques, Alain Chabat, météo humoristique et parodie, et enfin l'inarrable Michel Denisot pour l'émission matinale, la première film diffusée et l'as des as avec Jean-Paul Belmondo. Le démarrage se déroule bien, mais dès le début de l'année 85, les abonnements chutent. L'équilibre puis la réussite ne se rend compte qu'à partir de 86, grâce à l'entrée de nouveaux capitaux et à une meilleure compréhension du marché de la part de la chaîne. Le service du marketing de Havas avait prévu une ascension constante des abonnés, alors qu'une chaîne à péage n'est pas un produit culturel comme les autres. Les gens s'abonnent surtout les 4 derniers mois de l'année et Canal+ a failli mourir de cette petite erreur dans les prévisions. La chaîne est connue pour le cinéma, le foot et les films X. Pourtant, ce n'était pas diffusé sur la chaîne à ses débuts. Degreffe pensait que ce serait bien de le faire, mais Lescure et Rousselet s'y opposaient. Ils acceptent quand même la diffusion de films osés tels que Emmanuel. Un jour, Degreffe reçoit une lettre d'un petit papy de 72 ans qui explique que 72 ans c'est un peu hard pour aller se taper poupougne dans un cinéma porno et qu'il aimerait bien avoir ça chez lui. Donc, les deux dirigeants, on leur montre la lettre, ils acceptent. En 85, les films de boules arrivent sur Canal+. C'est un véritable événement, parce qu'aujourd'hui, t'as du porno un peu partout, mais c'est-à-dire que c'était pas facile à l'époque. Voilà. L'autre grande intuition des dirigeants de la chaîne a été de se dire qu'il fallait qu'elle soit représentée par des personnalités fortes. L'une de ces premières, Coluche, qui entre octobre 85 et février 86 présentera Coluche Info, une émission de blagues et de détournement d'images, précurseur d'un ton différent. Le programme connaît le succès. C'est Alain Degreffe qui va réunir des personnes auxquelles il croit.
qu'il a envie de voir travailler ensemble et qui vont devenir les Nuls en 1987. Le directeur des programmes crée Nulle part ailleurs, émission qui va réunir sur un même plateau info, cinéma, littérature, humour et dérision. Dans le même temps, il demande aux Nuls de mettre en abîme l'émission de Gilles Las avec un faux JT, de fausses bandes annonces, de fausses pubs, etc. Dans l'ADN de Canal+, la question de la mise en abîme est essentielle. Les Guignols de l'info, à partir de 1988, proposent un faux journal en caricaturant le monde politique et la société du spectacle. Le 19 décembre 1989, 3 millions d'abonnés, un bénéfice de 118 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 808 millions d'euros. Canal+ est pété de thunes. Le reflet de la télévision par elle-même passe aussi par des émissions qui parlent explicitement de la télévision. Télé Dimanche, présenté par Michel Denisot à partir de 1992, TV+, par Marc-Olivier Fogel, de 1996 à 2000, Plus clair ou Le Tube, parmi les programmes réflectifs, le zapping, de 88, puis quotidiennement à partir de 89. Retransmet les moments les plus marquants diffusés à la télévision la veille. L'idée est de montrer des extraits que l'on a pu louper, mais aussi et surtout de créer un récit et reconstituer un point de vue via le montage. Le zapping propose une lecture de la télévision, mais aussi de la société, ce qu'elle a de plus étonnant et improbable. Nulle part ailleurs, Objectif Nul, Les Guignols de l'info. Ces émissions posent un regard spécifique, mais vraiment spécifique. Et les Guignols de l'info n'ont pas peur de se foutre de la gueule de leur propre chaîne et de leur propre animateur. C'est l'autodérision, c'est l'esprit Canal+, comme dirait l'autre. 92, la chaîne quitte le 15e arrondissement et investit dans un nouveau siège sous les bords de la Seine, dans lequel sont regroupés tous les services. En parallèle, principalement pour lutter contre le piratage et pour le lancement du bouquet CanalSat, Canal+ introduit son deuxième décodeur terrestre. C'est au milieu des années 90 que la situation se complique. André Rousselet est conduit vers la sortie par les nouveaux actionnaires. Il publie dans Le Monde du 17 février un cinglant papier tiré « Édouard Mathurin » en référence à l'affaire Omar Haddad, dans laquelle il dénonce le complot fomenté par le Premier ministre Édouard Balladur pour prendre le contrôle de la chaîne par le biais de la Compagnie Générale des Eaux, qui deviendra quelques années plus tard Vivendi. À l'occasion du lancement de CanalSat, Canal+ introduit en 1995 son deuxième récepteur décodeur satellite, cette fois-ci numérique, le Mediasat. L'ellipse de Canal+, véritable identité visuelle connue et reconnue de tous, imaginée par Étienne Robial en 1984, passe à la trappe le 28 août 1995, lorsque Robial épure son logo en cartouche noire, écrit en noir et blanc, et la décline l'année suivante sous forme de multiplex pour le satellite. Canal+ bleu, plutôt orienté émissions documentaires, et Canal+ jaune, plutôt orienté cinéma. 1998, Canal+ vert, plutôt orienté sport, vient compléter le multiplex. Septembre 99, Vivendi détient 49% de Canal+, mais 75% des voix au conseil d'administration. Jean-Marie Messier, le PDG de Vivendi, est le seul maître à bord d'un groupe qui perd de l'argent depuis 1997, alors que Canal+ France reste très largement rentable. Nulle part ailleurs, l'émission phare de l'émission est déclarée médiatiquement en perte de vitesse à la suite du départ de Gilles Das en 1997, mais son audience est la plus forte de son histoire lors de la dernière année de Gilles Das et les 2 années où Guillaume Durand lui succède. Le coût de la grille a explosé depuis que TPS s'est attaqué aux fondamentaux de la chaîne, football et cinéma. 99, la chaîne française reste largement rentable. Le groupe Canal+, Canal+ Satellite, perd 892 millions de francs, toute activité confondue, c'est-à-dire plus de 150 millions d'euros. La chaîne est devenue un grand groupe. Le fort développement du groupe correspondra à une perte de vitesse de la chaîne qui arrive à sa maturité, devant chercher un nouveau souffle. Des personnalités emblématiques quittent la chaîne, Delarue, Decaune, Gilles Das, qui la quittent successivement. La concurrence est accrue, le téléspectateur se désabonne. 11 décembre 2000, Canal+, Vivendi et Universal fusionnent dans un nouvel ensemble. Vivendi Universal qui les propulse au 2e rang mondial avec sa tête Jean-Marie Messier. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu toutes des histoires de fusion avec Warner aux États-Unis, ce qui va provoquer des changements, notamment dans le monde du catch avec la mort de la WCW, et ça va être une période de recomposition. 21 décembre 2000, Michel Denisot remplace Alain Degreffe à la direction générale des programmes. L'image se dégrade, le taux de désabonnement en France n'a jamais été aussi élevé, surtout en raison de l'explosion de l'offre concurrente. Canal+ ne dit plus alors le monopole de fait de la télévision payante institué en 1984. À la suite de la fusion, Jean-Marie Messier met en place un plan d'économie drastique. En France, Canal+ doit réaliser 400 millions d'euros d'économies sur 2 ans et un plan social prévoit 217 licenciements dans le groupe. Ce plan social permet à quelques journalistes de Canal+ de venir remplacer la vingtaine de jeunes journalistes renvoyés de la chaîne d'information de Pierre Lescure, e-télévision, qui deviendra CNews quelques années plus tard. Lancé fin 99, les tensions qui règnent avec Vivendi entraînent le limogeage de Pierre Lescure du poste de président du directoire. Le 16 du mois, la chaîne interrompt ses programmes pour transmettre une assemblée générale. Ça, on est en 2002. Une quinzaine de hauts cadres remerciés après l'éviction de Pierre Lescure se partagent 60 millions d'euros.
Mais vous devez faire des économies, des centaines de millions d'économies, vous distribuez 60 millions d'euros de primes. Ah bah ça a fait scandale, hein. Chez les salariés, en but avec un plan d'économie et de licenciement. Quelques jours plus tard, Jean-Marie Messier est obligé de se rendre au CSA sous les huées des salariés de Canal+ pour rassurer le conseil sur les engagements pris 2 ans plus tôt. Xavier Couture, ancien numéro 3 de TF1, la boîte à con, prend la succession de Pierre Lescure pour quelques mois pour calmer le jeu. Dominique Farrugia est nommé président de Canal+, et ça, comme garant du fameux esprit Canal. Des débuts. Hélène, la speakerine anti-potiche et l'éphémère Hyper Show font leur apparition. Je tiens à rappeler, l'Hyper Show, c'est la tentative de Bec BD de faire une émission un peu bobo parisienne, mais c'était de la grosse merde. Parce que Bec BD est un personnage un peu particulier. Non, on va pas l'insulter ici, non. Ce serait bien de faire une grosse caricature du bobo parisien, mais non, j'ai pas le talent de Canal+. Le plan de convergence de Jean-Marie Messier a échoué, forçant les actionnaires à demander son départ de Vivendi Universal début juillet 2002. Il est remplacé par Jean-René Fourtou, dans une chaîne qui est en train de se faire baiser par ses actionnaires, ça c'est assez fun, qui met immédiatement en place un plan visant à rendre la chaîne cryptée son visage d'avant 1997. Beaucoup d'actifs retournent dans le giron de Canal SA afin de récupérer les actifs rentables du groupe. On en vend d'autres. Février 2003, Jean-René Fourtou démet Xavier Couture de ses fonctions. L'ère MEE 2003-2015, qui vient de l'industrie pharmaceutique, qui poursuit la restructuration du groupe. Le siège mythique de la grande époque Canal+, sur le quai André Citroën, est revendu. Le groupe s'installe à Issy-les-Moulineaux. Nouveau plan social, 305 postes supprimés, 138 autres externalisés. C'est-à-dire, en gros, on vous vire et on fait faire ça à l'extérieur. Bref, à la rentrée de 2003, la grille est revue. Emmanuel Chin anime Merci pour l'info et Stéphane Bern présente 20h10 pétantes. Canal+ fête sereinement ses 20 ans en 2004. La chaîne renoue avec le succès de l'époque NPA avec le grand journal de Michel Denisot. Elle récupère les droits de l'exclusivité de la Ligue 1 pour 600 millions d'euros. Putain, comment les guignols se sont foutus de leur gueule. 600 millions d'euros pour le championnat de Ligue 1 en 2004. C'est-à-dire que le PSG n'était pas encore racheté par les Qataris. La plus grosse équipe, c'était Lyon. Je respecte l'équipe de Lyon, la grande équipe de Lyon. Mais putain, c'est pas Neymar, c'est pas... Voilà, Bon. Face à TPS et acquiert le droit de la série Desperate Housewives. 2005, Canal+ change de stratégie sur la TNT et décide de se lancer sa chaîne d'info, iTélé, en gratuit. Fin 2005, Patrick Lelay, patron de TF1, accepte une fusion entre le bouquet TPS et Canal+. Rentrée 2006, Bern et Carl Zero quittent la chaîne. Le vrai journal est remplacé par une émission politique, Dimanche Plus, animée par Laurence Ferrari, puis Anne-Sophie Lapix. Jamel Debbouze lance son Jamel Comedy Club et Thierry Ardisson anime Salut les Terriens. Rentrée 2007, Yann Barthès anime le petit journal dans le grand journal. Ces nouveaux programmes en clair connaissent beaucoup de succès et deviennent rentables pour la chaîne. Fin 2007, Canal+ renouvelle ses droits de la TV sur la Ligue 1, mais il les partage avec Orange. 2011, Canal+ renouvelle ses droits de TV de la Ligue 1, mais les partage cette fois avec Al Jazeera. De plus, le groupe tente d'obtenir une fréquence sur la TNT gratuite pour lancer Canal 20. Face à la réticence du gouvernement et de ses concurrences, il rachète Direct 8 et Direct Star à Bolloré. Et ouais, 15 décembre 2011, Canal+ ouvre son premier magasin dans le centre commercial de Vélizy 2. 21 décembre 2012, le Conseil d'État rend public sa décision et de fait supprime l'autorisation concernant la fusion avec TPS et confirme la décision de l'autorité de la concurrence contre le recours déposé par Canal+, contestant les décisions de l'autorité de la régulation. La décision de l'autorité de la concurrence de septembre 2011 est confirmée, retrait de l'autorisation des bouquets TPS et Canal+. De là à se dire que ça a été fait exprès pour laisser développer la TNT ou laisser développer la télévision par box, il n'y a qu'un pas, mais bon... Voilà, En revanche, l'amende prononcée en 2011 à l'encontre de Canal+ passe de 30 à 27 millions d'euros. Avec 3 patates, ça fait quand même du bien. Février 2013, la chaîne cryptée obtient la diffusion de la Formule 1 pour 29 millions d'euros par an. Peu de temps auparavant, le service des sports a réussi à conserver les droits de la première ligue anglaise, le championnat le plus regardé au monde. Tu m'étonnes. 26 août 2013, Antoine Decaune arrive à la présentation du Grand Journal pour répondre à la demande de ses abonnés. Le groupe lance le 21 septembre la chaîne Canal+ Série. C'est là où on voit que Canal+ a quand même été innovateur. 2013, chaîne Canal+ Série, à l'époque où encore Netflix n'avait pas explosé. 3 février 2014, Canal+ annonce une prise de participation à 60% de Studio Bagel, chaîne humoristique sur YouTube. 4 novembre 2014, la chaîne cryptée célèbre ses 30 ans avec une semaine de programmation inédite.
Problème, c'est là le drame. Fin de la saison 2014-2015 est marquée par la reprise en main de Canal+ par Vincent Bolloré, aka le petit tonton raciste. Regardez un petit peu ce qu'il a fait en Afrique, je ne veux pas vous expliquer, j'ai pas envie d'avoir de soucis, parce que bon, il est très impliqué dans l'économie du Togo et dans son port. Mais bon, bref, il devient le nouveau patron de Vivendi et il a décidé de faire, comme tous les premiers samedis du mois sur Canal+, un bon gros porno bien violent avec le cul de Canal+. Vincent Bolloré, le nouveau patron de Vivendi, écarte Rodolphe Belmer, le directeur des programmes de la direction, et le remplace par son adjoint, Maxime Sada. Bertrand Méheux est également remplacé par Jean-Christophe Thierry au poste de président du directoire, tandis que Vincent Bolloré prend personnellement le contrôle de la chaîne en tant que président du conseil de surveillance. Il poursuit la restructuration d'entreprise depuis juin 2015. Nombreuses modifications, les guignols passent encryptés, après avoir voulu les supprimer. Il y a eu quand même un grand mouvement de manifestation. Vouloir les supprimer quelques jours après le décès d'Alain de Greff, c'est-à-dire « tu viens de mourir, attends, je viens de te tuer une deuxième fois en tuant ton programme ». Plusieurs animateurs de la chaîne sont affectés à d'autres émissions, cas de censure, ingérence de la part de Bolloré se multiplie. Fin 2015, Canal+ perd les droits de la Première Ligue. 22 avril 2016, série de mesures d'austérité concernant les chaînes, endettées à 1 milliard d'euros. Et leur chaîne sœur iTélé, elle est aussi déficitaire. Quelques jours plus tard, le site Les Jours annonce qu'au cours du premier trimestre 2016, la chaîne aurait perdu 200 000 abonnés, soit la moitié des départs nets enregistrés pour l'ensemble de l'année 2015. Début 2016, Canal+ décide de ressusciter le cryptage analogique sur les émetteurs numériques. Printemps 2016, c'est une grande vague de départ. Yann Barthès, Grégoire Margoton, Maïtea Biraben, Ali Badou, Ophélie Meunier, Thomas Touroud. Les programmes en clair passent de 6 à 2 heures par jour à la rentrée 2016 pour placer des programmes premium afin de recruter plus d'abonnés. Il annonce également que certains programmes seront semi-gratuits, ce qui est une arnaque. Voilà, une partie en clair, une partie cryptée. Si la partie qui t'intéressait est encryptée, tu l'as dans le fion. Novembre 2016, Canal+ reconnaît avoir perdu 542 000 abonnés. 542 000 abonnés en un an. Depuis fin 2016, Canal+ cesse de payer les droits d'auteur des programmes qu'il diffuse. 10 avril 2018, Bolloré annonce qu'il quitte la présidence de Canal+, tant mieux. Il est remplacé par Maxime Seda et Jean-Christophe Thierry. Fin mai 2018, lors de l'attribution des droits télévisés pour la Liga pour la période 2020-2004, Mediapro rafle le lot. Bon, c'était un gros pain. Les autres, ils étaient là, ouais, on va gagner des milliards en vendant notre championnat. Puis au fond, ils les ont vendus à Margoulin, qui n'a pas tout fini de payer. 1er juin 2018, fin des guignols des infos. Canal+ revient en force dans le football en récupérant pour les 3 saisons les droits du championnat d'Angleterre. Début juillet 2019, un plan de départ volontaire est souhaité par la direction qui souhaite supprimer 500 postes sur les 2800, ce qui correspond à peu près 20% des postes. 492 postes seront supprimés, volonté de dégraisser parce qu'il y a la concurrence de la plateforme de streaming et la disparition progressive du football sur les antennes. Rentrée 2019, la grille en clair est revue avec un accord avec le géant Netflix pour proposer sa plateforme à ses abonnés. Fin novembre 2019, Canal+ récupère les meilleures affiches de la Ligue des Champions pour la période 2021-2024. En revanche, il perd son affiche historique diffusée le dimanche à 21h qui sera diffusée sur Mediapro. Canal Football Club ne pourra d'ailleurs plus diffuser les résumés des matchs. C'est là où on voit quand même qu'il y a un souci au niveau de la fédération, c'est-à-dire que c'est des Espagnols qui rachètent les droits de football, puis c'est pas pour les chaînes françaises. Bref. Le Canal+ Football Club, donc je vous ai dit, décembre 2019, Canal+ annonce avoir trouvé un accord avec Disney+ pour devenir le diffuseur exclusif de la nouvelle plateforme. Lancement officiel prévu le 24 mars 2020 aura lieu en avril, le 7 avril. En raison de la crise du Covid 2019, à partir de la rentrée 2020, la grille du sport et particulièrement du foot évolue avec la perte des droits de Liga. En pleine crise liée au Covid-19, les dirigeants de Canal+ décident de passer la chaîne en clair à partir du 16 mars 2020 sur toutes les box TV, déclenchant l'ire du monde audiovisuel qui dénonce une stratégie marketing qui profite d'un état d'urgence sanitaire et d'un confinement pour se faire de la publicité, tandis que des milliers d'abonnés continuent de payer au prix fort des services devenus gratuits pour les autres. La chaîne a pris ses décisions sans prendre non plus les auteurs de producteurs des œuvres qui se retrouvent ainsi diffusés gratuitement. La direction se voit contrainte de créer 4 de ces 6 chaînes le 20 mars en laissant Canal+ et Canal+ Série en clair toute la journée jusqu'au 31 mars. Octobre 2020, la filiale Studio Canal licencie son directeur de production. Novembre 2020, la chaîne licencie l'animateur Sébastien Toen qui a participé à une parodie d'émission qui caricaturait Pascal Praud et son émission de débat sur CNews. Stéphane Guy lui apporte publiquement son soutien. Il est mis à pied. 4 février 2021, Canal+ récupère finalement l'intégrité des droits TV de la Ligue 1 pour la fin de la saison 2020-2021. 4 février 2020, pardon. Et il a fait le retour le foot le dimanche soir avec le Classico PSG-OM. Début mars 2021, le directeur de Canal+ annonce que 4 Grands Prix de la saison de Formule 1 seront disponibles en clair puisque la chaîne s'est fait récupérer une partie de ses droits par TF1. Parmi ces courses diffusées en clair, le GP de Monaco et le Grand Prix de France qui est obligatoirement diffusé en clair.
Décembre 2021, Canal+ annonce son intention de ne plus diffuser le Festival de Cannes après 28 années de collaboration. L'héritage de Canal+. Alors déjà, c'est une chier de talent. Ardisson, Biraben, Pascal Clark, Thierry Dujon, José Garcia, Lapix, Cadmerade, Poivre d'Arvor, Alexandra Sublet, Denisot, Ali Badou, Yvan Le Bolloc, Jean-Pierre Coff, Guillaume Durand, Gilles Hardy, Ophélie Meunier, Monsieur Poulpe, Frédéric Tadei, Thomas Tauroud, Philippe Rizzoli, Clara Morgan, Anne-Elisabeth Lemoine, Gilda, Samuel Etienne, Coluche, Jérôme Bonaldi, Baffy, Julien Cazard, Stéphane Guy, Yann Barthez, Philippe Dana, Sophie Favier, Moustique, Daphné Rouillet, Dora Tillier, Marc Toesca, Nagui, Mademoiselle Agnès, Stéphane Guillon, Laurence Ferrari, Delarue, Burki, Sébastien Toen, Beaugrand, Calvi, Michel Field, Apolline de Malherbe, Thomas Njijol, Ruquier, Vandel, Jérôme Niel, Ariane Massenet, Lafesse, Émeric Caron, Devoise, Fogiel, Stéphane Bern, Apathy, Becbédé, Carzero, Les Nuls, les Robin des Bois, Marie Drucker, Camille Combal, Les Deschiens, Jonathan Lambert, Roger Zabel, Alison Weller, Ariel Wiesman, Omar Efred, Bruno Solo. Enfin, tous ces mecs-là, tous ces noms-là que vous devez connaître, que vous avez vu au moins une fois dans votre télé, c'est passé par Canal+. C'est des jeunes qui se sont fait découvrir. Les Robin des Bois, aujourd'hui, ont une carrière de malade. Pef, Marina Foïs, voilà, Jean-Paul Rouff sont aujourd'hui des stars dans le cinéma. Omar Sy, c'est une star dans le cinéma. Bruno Gassio a influencé énormément de personnes. Marc-Olivier Fogène est aujourd'hui directeur de chaîne. Voilà, c'est tous ces gens-là qui vont marquer l'histoire de la télévision d'une manière ou d'une autre, marquer le cinéma, marquer le monde du divertissement français. Et ces gens-là sont passés par Canal+. C'est aussi des moments cultes. Combien d'images, des nus, des guignols, des déchiens, enfin de Groland, toutes ces choses-là qui ont marqué la culture populaire. Les guignols de l'info avec leur impact sur la société, les élections présidentielles, notre image du politique, notre image par rapport à la caricature, NPA avec tous ces grands événements, la Youssou Kékette, les chanteurs live, les invités, Britney Spears qui vient sur Canal+, toutes ces choses-là qui vont marquer les gens, le cinéma, qui vont diffuser et financer énormément de choses. Même si aujourd'hui on peut critiquer le monde du cinéma, putain, s'il n'y avait pas eu Canal+, vous imaginez un peu la gueule du cinéma français. Le sport, avec le foot notamment, puis aujourd'hui la Formule 1. C'est bon, on peut critiquer que la Formule 1 est un peu chiant, mais quand même, depuis que Canal+ diffuse les courses, on a vu l'éclosion de Charles Leclerc, de Lando Norris, de Max Verstappen, la première victoire de Max Verstappen, le premier titre de Max Verstappen, les luttes Hamilton-Rosberg, la lutte Hamilton-Vettel, la lutte Hamilton-Verstappen. On a vu toutes ces choses-là, le départ et le retour d'Alonso, la première victoire de Gasly, la première victoire française depuis 1996, c'est sur Canal+ que ça s'est passé. Il y a un ton, une humour, une façon de parler, une façon de faire les programmes unique qui va marquer l'histoire, des expressions rentrées dans les annales, comme par exemple manger des pommes, voilà, ça reste ça, le dans ton cul, qui est un sketch des Guignols, voilà. T'es caché où dans ton cul, voilà, pouf, c'est efficace, voilà, à l'insu de mon plein gré. Il y a tellement de choses qui ont marqué les gens à les grandes époques de Canal+. En conclusion, Canal+ a réellement marqué mon enfance et surtout mon adolescence. C'est une chaîne vraiment historique pour moi et qui a une très grande importance. Canal+, ça a été tellement de choses pour moi, mais je vous en parlerai au mois d'août avec 20 émissions qui ont marqué mon cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!